Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien? Je suis un peu stressé sur le début de conférence, du coup je vais vous faire bosser. Il faudrait que vous vous leviez tous avec moi. Vas-y, tout le monde debout. Je vais vous poser des questions pour vérifier les statistiques qui sont mentionnées dans les études pour voir si ça s'applique sur la salle aussi. Mais avant tout, on va faire des exercices. Donc, imaginez devant vous, vous avez une énorme pastèque. La pastèque, elle commence là et elle finit là. On va la trancher en deux dans le sens de la hauteur, comme ça. Hop là. Allez-y, je regarde. Yes. Maintenant, on va la trancher sur les côtés, comme ça. Hop. Et dans l'autre sens. Et maintenant, vous allez la projeter devant vous, comme ça. Ok, cool. Qui est pas tech dans la salle? Eh ben, tu peux t'asseoir. Tu es un parmi 100. Vous êtes deux parmi 100. En général, les non-tech dans les équipes IT, ils sont quand même plus de 30%. Donc là, vous êtes particulièrement peu nombreux. C'est une conférence bien tech. Qui se considèrent pas comme un développeur, mais plutôt comme un ops. Ou un truc autre chose que développeur. Vous n'allez pas vous asseoir à chaque fois. Ce coup-ci, levez juste la main. Ok, vous êtes 3. Du coup, j'en ai vu 3-4. C'est particulièrement peu, donc on est beaucoup de développeurs. Dans l'IT, en général, la moitié des gens sont des développeurs. Et le reste des gens ne sont pas des développeurs. Qui bosse en remote aujourd'hui? Genre full remote? Ah, vous êtes bien nombreux. Ah, il y a quelqu'un qui a baissé la main. Vous êtes facilement 20, c'est bien. Et on est environ une centaine dans la salle. Qui se reconnaît dans la proposition suivante: je recherche activement du travail en ce moment. Genre, je vais chercher des annonces, j'ai un CV qui est prêt, je l'envoie. Ouais. On en est à 1, 2, ok. Et vous allez pouvoir, donc ceux qui ont sont levé la main, vous allez pouvoir vous asseoir avec les suivants. Les suivants, c'est vraiment: je suis indébauchable, je suis pas ouvert à une opportunité, mon job est vraiment parfait. Là, du coup, les premiers et ceux-là, vous pouvez vous asseoir. Et ça, c'est une statistique qui revient à chaque fois, et c'est la même depuis 5 ans. 70% des développeurs sont ouverts à des opportunités. Et pourtant, quand on vous sollicite sur LinkedIn, il y en a 1 sur 30 qui répond. Ce qui veut dire qu'un recruteur qui doit booker 40 rendez-vous pour la semaine prochaine, il doit parler à vraiment beaucoup trop de gens sur LinkedIn, en tout cas envoyer beaucoup de messages sur LinkedIn pour arriver à faire ces rendez-vous. Ça a l'air compliqué, non? Ok, merci, vous pouvez vous asseoir. Ça fait partie de son job, tu dis? Faut que le message soit pertinent. Faut que le message soit pertinent. Et il n'y a pas que le message d'approche. Aujourd'hui, on va parler de ce qui rend les développeurs heureux, ok? Et moi, je m'appelle Damien. Ça fait donc j'ai fondé We Love Devs il y a 5 ans, et ça fait 5 ans qu'on parle de ce qui rend les développeurs heureux, qu'on cherche la réponse à cette question. Et en fait, l'an dernier, je commençais à être un peu saoulé. C'est quand est-ce qu'on trouve la réponse à cette question? En fait, ce qui se passe, c'est que la réponse à cette question, j'ai l'impression qu'elle s'écoule un peu comme du sable. Et dès qu'on arrive à isoler un truc, ça ressort du bac, etc. C'est un peu compliqué de mettre toute la réponse à la question dans le même sujet, dans le même podcast, dans la même vidéo, dans le même contenu, etc. Il y a une raison à ça. Et du coup, on a décidé de faire un livre, d'accord? Le livre sera peut-être assez grand, je ne sais pas s'il sera très grand ou pas, mais pour l'instant, on a identifié au moins 40 thèmes qu'il faut aborder, et c'est un guide pour rendre les développeurs heureux, d'accord? Et il faut que toutes les questions que vous poserez dans votre carrière, elles aient une réponse dans ce livre-là. Que vous soyez junior, expérimenté, développeur ou ops, même pas ops, enfin les gens non tech, je veux dire, tous ces gens-là devraient trouver la réponse à cette question-là. On n'a pas écrit le livre encore, mais je vais vous expliquer comment on l'écrit. Une des raisons pour laquelle on n'arrive pas à trouver la solution, c'est que même si l'équipe de We Love Devs aujourd'hui est une dizaine de personnes, on ne peut pas détenir l'ensemble des éléments de réponse, d'accord? Et cette réponse, elle change pour chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'on mène une grande enquête, d'accord? L'enquête, elle est anonyme. C'est un sondage où il y a une dizaine de questions. Je vais vous les présenter après. Et où vous pouvez le faire, c'est assez ludique. Vous répondez aux 10 questions et vous avez un score sur est-ce que votre job il vous rend heureux ou pas. Le but, c'est pas de vous faire changer de job. Le but, c'est peut-être qu'à la fin du questionnaire, vous dites, bah en fait, mon job est vachement bien. Mon job, il est vachement bien. Enfin, c'est un 6 sur 10. Mais en même temps, à cet endroit-là dans ma carrière, avoir un 8 sur 10, c'est peut-être vachement compliqué. Peut-être que dans 2 ans, j'y arriverai mieux. Est-ce que c'est cool? Du coup, l'enquête anonyme, à chaque fois, tous les mercredis sur Twitch à 11h30, on débriefe des idées qui sont ressorties des témoignages, d'accord? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que même si les questions sont super orientées, il y a des choses que vous dites dans l'enquête anonyme qu'on n'avait pas imaginées en écrivant les questions, d'accord? Et c'est pour ça qu'avec 10 questions, on a sorti une 40aine de thèmes. Et ces questions-là, on va les construire et aller les poser à des invités sur le podcast qui se positionnent comme des experts ou des témoins, qui ne sont pas anonymes et avec qui on prend généralement 45 minutes à 1 heure
pour trouver les réponses à ces questions. Est-ce que c'est cool? Qui a déjà écouté un des podcasts qu'on a enregistrés? 3, 4, 5, 6, 10? Oh, je suis content. C'est casse-gueule comme question. Bon, il y a déjà une vingtaine de podcasts qui sont publiés, vous pouvez aller les voir, ils sont chouettes. Et ces invités-là, en fait, donnent un avis d'expert sur chaque thème dans le livre. Et on met aussi les retours anonymes avec chaque thème dans le livre, et ça nous permet d'avoir, pour chaque question, un guide qui comprend des témoignages anonymes et des avis d'experts. Est-ce que c'est cool? En fait, le sujet, c'est que quand on a commencé We Love Devs et encore dans beaucoup dans beaucoup de domaines, les gens dans le recrutement restent coincés sur ce triangle d'or du recrutement. Quand j'approche quelqu'un, peu importe le métier, je peux avoir son attention en abordant un des 3 points du triangle. C'est-à-dire soit l'argent, est-ce que tu veux gagner plus d'argent? Il y a même des cabinets de recrutement qui font des concours, double ton salaire en une journée. Concrètement, ça ne marche pas pour tout le monde, spoiler, vous ne pouvez pas tous gagner. Et la location, par exemple, si vous voyez si un recruteur il se dit ah attends, ce développeur là il a une photo de lui avec un kayak sur LinkedIn alors qu'il habite à Vélizy, probablement si je lui propose un job à Genève il va être motivé pour venir chez nous. Ça, la location en vrai ça marche, c'est quand même le plus pertinent des 3 a priori. Et job c'est un peu un truc fourre-tout. La première fois qu'un recruteur me l'a expliqué, il m'a dit ah ça sur le profil tu vois la personne elle a fait de l'humanitaire pendant 6 mois au Brésil, ça c'est quelqu'un qui est vraiment intéressé par la mission et le job et tu peux lui parler de l'impact en premier dans le message d'approche. Je trouve que job il y avait vraiment plus d'axes à trouver. Est-ce que c'est cool? Ah c'est un talk interactif, je fais des est-ce que c'est cool entre chaque slide. Vous pouvez faire des bruits pour manifester si vous n'êtes pas d'accord, etc. Est-ce que vous voulez vous mettre d'accord sur des bruits maintenant, sur un bruit quand vous êtes content? Genre là, quelqu'un propose quelque chose? Ça a l'air d'être un bruit, t'es pas d'accord. C'est par là-bas? Refais ce bruit-là. Ça, c'est un bruit, on est d'accord, c'est pas d'accord. On est d'accord? Est-ce qu'on peut le refaire tous ensemble? Ok. Et un bruit où vous êtes content, genre un ouais. Ok, cool. Ce ouais, il est bien. Quand on regarde. Ça faisait peur. Ok, donc le test, on l'a un peu brandé, on l'a appelé ça le test de Damien, parce qu'il y a le test de Joël qui est super connu. Le test de Joël pour savoir si votre entreprise fait du code de qualité en 12 questions est toujours valide, alors qu'il a été publié dans les années 90, notamment avec la fameuse question, est-ce que vous pouvez déployer en une seule action? Est-ce que tout le monde dans la salle, qui ne peut pas déployer son application en une seule action dans la salle? Et moi j'ai jamais connu ça, hein, mais... Oui, il y a des dépendances, le SOA, etc. Moi, j'ai toujours travaillé dans des toutes petites boîtes, dans des startups, où en étant indépendant sur des projets que j'ai commencé de scratch. C'est pour ça que je connais pas forcément bien. Ces 10 questions, elles sont là. Vous voyez, dans les thématiques, en fait, ça va à peu près ensemble. Alors, tous les gens en photo ont travaillé chez We Love Devs ou travaillent encore chez We Love Devs. Le premier, c'est où est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous pouvez aller au bureau à vélo? Ou est-ce que vous êtes en télétravail? Enfin, ça dépend de ce que vous aimez faire. Si vous aimez la voiture aussi, je respecte, c'est OK. Est-ce que j'ai un projet carrière? Est-ce qu'on soutient mon effort de formation? Est-ce que mon équipe lutte contre le biais de formation? Ça, c'est 3 sujets sur le développement de vos compétences, sur la politique RH de l'entreprise. D'accord? On ne va pas rentrer dans le détail, sinon la slide est beaucoup trop chiante. Est-ce que les développeurs sont valorisés dans l'entreprise? C'est une question que j'ai posée aussi de manière générale, parce que je me suis rendu compte. Alors l'exemple typique, je vais pouvoir le faire ici, mais après j'irai au DevFest de Strasbourg, je ne pourrais pas la faire. Dans une même industrie, par exemple l'assurance ou la banque, vous allez avoir AXA et Crédit Mutuel. AXA, les développeurs sont stratégiques pour le COMEX, c'est eux qui inventent les nouveaux produits digitaux, etc. Ils peuvent toucher des salaires avec 3 chiffres. Et un cas. Crédit Mutuel, première semaine de confinement, 1500 développeurs obligés d'aller travailler sur site, parce que bon, on ne sait jamais, les data centers c'est grave, etc. Et puis on les met dans des sites qui sont moins chers. Et puis on les met à Strasbourg ou à Brest, comme ça on n'a pas des gens trop chers et trop compétition sur le débauchage, et on reste l'employeur principal de la région, et on peut bien tirer les salaires vers le bas. Voilà, je suis là pour dénoncer, moi. Mais du coup, dans la même industrie, 2 visions complètement différentes, et ça impacte vraiment notre bonheur, ça, hein, pour le coup. Est-ce qu'on est d'accord ? Est-ce que mon environnement est bienveillant? C'est un détail pour vous peut-être, mais alors on va répondre à la question, c'est quoi la bienveillance après? Est-ce que mon environnement représente bien la diversité? Est-ce qu'il est inclusif? A priori, si c'est bienveillant, ça marche, mais des fois, il y a des boîtes, elles sont bienveillantes, mais que envers certains types de personnes. Souvent les hommes blancs de plus de 40 ans, avec un diplôme d'ingénieur si possible. Est-ce que j'ai l'impression que mon code sert à quelque chose? L'impact de votre code, je le dis souvent, personne ne se lève pour faire du Java, par contre on peut changer le monde avec du Java. C'était cool? On peut la refaire avec PHP et Ruby si vous faites, si vous voulez.
Si, pas de blague sur le PHP, je ne fais pas ça. Est-ce que j'ai les moyens de faire du travail de qualité? Ça, c'est vraiment important. On va revenir dessus. Est-ce que je suis satisfait de ma rémunération? Elle reste dans le jeu, cette question. Donc, job, money, location. Vous voyez quand même, le job et location, ils sont au début et à la fin. Enfin, le money et location sont encore là au début et à la fin. Et au milieu, on a posé 8 questions différentes. Ça, c'est l'enquête We Love Devs. Vous pouvez chercher l'enquête We Love Devs sur Google, la trouver, etc. Ça prend une vingtaine de minutes si vous voulez la faire en entier et amusez-vous bien. C'est cool? Les premiers témoignages qui sont sortis dessus, on a commencé à les lire et à les publier. Moi, à l'époque, j'avais eu un accident de la route. Genre, j'étais à vélo, j'étais percuté par une voiture, j'étais en syndrome post-traumatique. Et je lisais vos témoignages. Waouh, ça m'a foutu au fond. Je suis retourné en arrêt maladie. D'accord? Donc là, on va partir sur une partie un petit peu stressante. D'accord? Et on va être mal à l'aise. Est-ce que c'est cool? Bon, ça, situation typique, hein, c'est toujours le vieux dev qui code plus depuis 15 ans qui décide de ce qu'on a le droit d'expérimenter. Et toi, tu es là, tu dis « Ah, j'aimerais bien faire du Node.js. Ah, on n'a pas le temps. Faut proder. » Qui l'a déjà vu? Voilà. Ça, c'est une personne qui était contente, qui disait bah, je modifierais deux choses, la qualité du code fourni et la rémunération. Hein, parce que quitte à être mieux payé, autant être mieux payé à faire du code mieux. Et il a raison, ce monsieur, il a très raison, ce monsieur. Par contre, être bien entouré, avoir une équipe chaleureuse, aidante, aide beaucoup à fournir du bon travail. Ça, c'est vraiment un truc qui est revenu constamment. Les gens avec qui vous travaillez, c'est 100% de votre bonheur la majorité du temps, quoi. Vous pouvez avoir des conditions de travail pourries, mais si les 3 personnes avec qui vous bossez sont géniales, vous amusez bien. Est-ce que c'est vrai? Ouais. Je travaille pour un domaine qui me rebute de plus en plus, d'où mon envie de changer vers une entreprise qui correspond plus à mes valeurs. Qu'est-ce qui se passe dans la ad tech? Pourquoi personne ne veut y rester? Les gens qui sont dans la tech sont tous traumatisés après. Dites-nous ce que vous nous faites avec nos données. On veut savoir. Bref, ça peut être n'importe quel domaine, mais la tech m'a particulièrement choqué récemment. La diversité commence à venir. Alors, les témoignages longs, la diversité, elle a été mentionnée pas mal de fois. Il y a autant de femmes que d'hommes, mais la diversité, ça ne se résume pas à ça. Il n'y a pas de personnes en situation de handicap, ni de personnes de couleur ou étrangères. Les minorités visibles et invisibles, c'est quelque chose qui commence à venir à l'époque, qui commence à venir à l'esprit de tout le monde, donc on va être d'accord là-dessus. Dans mon ancienne boîte, j'avais 5 ans d'ancienneté, j'étais très bien noté. Quand j'ai été voir la DRH avec ma lettre de démission, sa seule réponse a été « Tu as oublié de signer ». Le rapport avec les RH, ça vous rend tellement malheureux dans les sondages. Et en fait, il faut bien comprendre, genre, les gens qui sont RH, s'ils mettent de l'émotion là-dedans, s'ils s'attachent à vous, quand vous posez une dème, ils vont pleurer, etc. Mais en fait, ils vont jamais vivre, ils vont quitter leur job, ils seront en dépression. C'est normal qu'ils se détachent émotionnellement de votre lettre de démission. Ça ne veut pas dire qu'ils vous aiment pas, ils vous adoraient probablement. Juste s'ils mettent un soupçon d'émotion, ils vont se faire noyer super vite, quoi. Est-ce que c'est cool ? Il y a plein d'autres sujets autour des RH. J'ai passé un entretien tech avec une femme maghrébine qui avait un foulard sur les cheveux, même pas un foulard, comme on peut avoir spontanément l'image, donc un foulard islamique, mais plutôt un bandana, et elle n'a pas été retenue spécifiquement pour ça. Les ESN, pourquoi vous embauchez que des mecs blancs qui portent bien les costumes? Question. C'est pas général à toutes les ESN, ok? Mais en tout cas, ça, il y a 10 ans, c'était quand même vachement vrai, et aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai. Est-ce que c'est vrai? Trop de vrai dans la même question. Voilà, il n'y a pas de consensus. Là, on est sur une histoire de harcèlement, donc sur quelqu'un qui se faisait brimer. Les brimades, c'est marrant pour 10 personnes, et pas pour 9 personnes sur 10, c'est pas pour la 10e. Et ça met quand même franchement les gens mal à l'aise. Donc là, effectivement, il y a un petit peu de critique de la victime. En plus, quand il est allé voir ses managers, ils lui ont dit... Donc c'est un prestat qui arrive sur un plateau où il y a d'autres prestats, et puis les autres prestats, en fait, ils font des brimades. En plus, c'est son premier job en tant que jeune ingénieur, etc. Ils font des allusions sexuelles sur des potes qu'il connaît parce qu'ils ont fait la même école d'ingénieur, etc. Il est vraiment pas bien mal à l'aise. Il le traite d'autiste, etc. Il va voir les managers lui disent « Non mais c'est toi aussi, t'as vu ton comportement, c'est normal qu'ils te parlent pas les gens. » Voilà, bon bref, on est sur beaucoup de bienveillance. Vraiment beaucoup de bienveillance. Les brimades, sur les 10 personnes, il y en a donc une qui les vit, peut-être 2 ou 3 qui les provoquent, mais il y a quand même 5 qui n'ont rien dit aussi. Et on peut dire des choses, surtout maintenant qu'on voit l'autre côté de la pièce. Est-ce que c'est cool ? Ah, et puis alors ça, moi je me rappelle quand je suis arrivé en tant que prestat dans des boîtes, comme je suis un mec, on rajoute dans le groupe ou dans le chan privé où il y a des photos de cul un peu de temps en temps. Alors pas forcément des montages porno sur les collègues, hein, ça peut être juste des boobs. Mais ça, faut mettre une ligne rouge. Hein, c'est comme les photos de pin-up dans les garages. Nous, on n'est pas des mécanos en fait. Hein. Est-ce que c'est cool ? On peut le dire maintenant, genre le chan privé avec des boobs, faut l'enlever, c'était pas bien... Parce que si personne le dit, ça choque personne à un moment, genre... Ok, cool. Fin du malaise. Ça va ?
En fait, ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez être plus heureux de manière générale, il va falloir accepter d'être mal à l'aise avec des situations comme ça pour que les autres personnes puissent vous en parler. C'est un premier pas sur la woke culture et devenir une personne safe, mais en tout cas, de manière générale, si vous voulez connecter avec les autres, il faudra accepter que les autres n'ont pas eu des bonnes expériences, il faudra être mal à l'aise avec ça, et on pourra avancer. Est-ce que c'est cool ? À partir de là, tout est cool. Franchement, on fait que des choses bien, c'était vraiment juste le début. Ça donne quoi le chrono ? J'avais mis un chrono, mais il sonnera quand ce sera fini. Ouais. Alors aujourd'hui, on a fait 20 podcasts déjà, il y a 495 personnes qui ont répondu, d'accord ? Et il y a bien une photo de François sur la slide, je n'étais pas sûr. Il est beau. Toutes ces personnes, elles abordent des sujets très différents, et toutes les questions que j'aurais posées sont posées à partir des retours de l'enquête. Est-ce que c'est cool ? Qu'est-ce qu'on a appris ? Alors, quand on vous demande ce que vous voudriez changer en premier dans votre job actuel, la rémunération revient quand même toujours en premier, grosse performance de la rémunération, mais en même temps, un consensus pas si énorme, parce que seulement 25% des gens, une personne sur 4, changerait la rémunération en premier. On voit quand même que la diversité et l'inclusion, c'était 15 personnes sur 500. On en parle beaucoup, mais si vous deviez changer qu'une chose dans votre vie, ce serait quand même votre rémunération en premier. Ça, on a compris ? En même temps, ça va avec parfois. Le biais de confirmation, c'est un peu compliqué la notion de biais de confirmation, mais je vais vous décrire une scène un peu si vous voulez. Donc moi je suis à la technologie, il y a plein de petites boîtes dans des bureaux fermés et on peut faire beaucoup de bruit sans entendre les voisins. Et donc il y a par exemple une boîte où il y a 3 développeurs Scala, ça fait 6 ans qu'ils font du Scala et ils trouvent que Scala c'est génial, tous les problèmes ont une solution en Scala. Et ils parlent pas aux autres et puis ils font des blagues sur les développeurs PHP comme quoi c'est du PHP, c'est caca quoi. Et dans la boîte d'à côté, il y a 3 développeurs Symfony, ils se parlent pas du tout, enfin ils trouvent que Symfony c'est génial, API Platform c'est génial, en plus je peux faire du React et ils trouvent que Scala c'est du caca. Et puis ils se parlent pas, hein. Et en fait, comme ils restent entre eux, ils restent en effet tunnel chacun, et chacun confirme les idées, voilà. Et puis on a des gens vraiment qui avancent dans un tunnel sans jamais se remettre en question. Et vous êtes ici aujourd'hui à une conférence pour voir des gens qui font des choses différentes de vous, qui réfléchissent différemment de vous, qui ont trouvé des solutions différentes à des problèmes similaires. Donc vous êtes déjà en train de lutter contre le biais de confirmation. Est-ce que c'est cool ? Bref. Les moyens de faire du travail de qualité est vraiment remonté en avant, donc on va y passer du temps. L'emplacement du job, on va en reparler, et c'est vachement chouette. L'impact du code aussi, on va repasser là-dessus. La bienveillance, finalement, du coup, qui était tout en bas dans ce que vous changeriez en premier, quand je la pose, la question dans les podcasts, je demande plutôt qu'est-ce que vous garderiez, c'est quoi la seule chose que vous garderiez dans votre job, et les gens dans le podcast répondent la bienveillance entre mes collaborateurs. Même si à la base, ils voulaient passer un message sur la diversité et l'inclusion, en fait, la bienveillance, c'est le début de beaucoup de choses. D'accord ? Mais en même temps, c'est un mot, il n'est pas hyper concret. Là. Est-ce qu'on est d'accord sur... là, maintenant, je vous dis, vous voulez plus de bienveillance dans votre taf, vous ne comprenez pas forcément de quoi on parle. On est d'accord ? Si, ok. Bon, je propose quand même une définition. Les erreurs, c'est pas grave, dur avec le code, doux avec les gens. Finalement, en fait, la bienveillance, le premier truc dans la bienveillance, c'est quand je me plante, mes collègues vont pas me foutre sur un pilori et me défoncer. Et en fait, il y a beaucoup de styles de management où on met les développeurs sur un piédestal. Genre, il va y avoir les développeurs super forts et la masse. Et du coup, celui qui est sur le piédestal, s'il se plante, on le défonce. Et le piédestal, de temps en temps, on peut prendre un mec de la masse, le mettre dessus et le lyncher. Et ça reste une culture de management qui paraît normale dans beaucoup d'entreprises de l'IT. Mais nous, ce qui nous rend heureux, c'est plutôt quand je me suis planté. Ah ok, viens, on parle du truc. Ok, on va corriger, viens, on roll back. Tac, tac, tac. Et c'est chouette. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? Apprendre la communication, si vous voulez alors améliorer ça, je vous recommande d'apprendre la communication non violente. Alors ça peut paraître bête, mais même la conférence que je montrais au tout début, je me suis réécouté récemment, et qu'est-ce que j'ai une communication violente dans cette conférence, je suis insupportable. Genre, je me déteste quand je regarde cette communication, parce que, enfin, cette façon de parler. Déjà, mon discours n'est pas hyper inclusif, il est très moche, etc. La communication non violente, plus vous l'adoptez, plus vous trouvez que votre environnement il est violent, etc., et vous voyez les défauts. Donc, commencez à vous améliorer vous-même et le monde changera. Est-ce que c'est cool ? Je vous propose ce livre, Les mots sont des fenêtres, de Marshall Rosenberg, qui est vraiment chouette. Et si vous voulez mettre en application dès demain, parce que demain, on est samedi, pourquoi pas ? Je n'avais pas pensé à celle-là. Prendre du temps, prendre le temps de choisir ses mots. En vrai, ça vaut le coup de prendre le temps de choisir ses mots pour améliorer sa communication, pour être moins violent.
Observez et considérez la violence verbale. Donc, prenez l'habitude de repérer la violence ou le passif agressif de manière générale dans votre communication. Vous allez voir, plus vous la voyez dans celle des autres, moins vous allez la faire dans la vôtre. Faire attention au jugement de valeur. C'est con, moi je l'ai appris à l'école, mais je me rends compte que tout le monde ne l'a pas appris à l'école. Faire des jugements de valeur, ça fait toujours du mal aux gens, ça ne fait pas avancer les choses, on reste factuel et on avance. Est-ce que c'est cool ? Donc demain, au lieu de dire « incroyable, t'es pas capable de faire une PR », est-ce que ça t'intéresse de voir comment je fais une PR ? Bon, il y a des gens sceptiques. L'art de créer des relations. En fait, c'est intéressant, ça vient d'un bouquin qui s'appelle Radical Candor, où l'auteur propose en fait de voir tous vos comportements en entreprise sur deux axes. Le premier, c'est care personally. C'est par exemple, est-ce qu'on a établi une relation où vous êtes sûr que je vous considère, que je suis bienveillant, je veux votre bien, etc. Et du coup, dans ça, c'est care personnel, c'est en haut. Et du coup, pour ça, il faut que je vous pose des questions. Si je veux créer une relation avec toi, je vais poser des questions sur ta vie perso, je vais te demander si tu as des enfants, etc. Parce que je ne sais pas exactement ce qui t'intéresse, mais je vais essayer de le savoir, quoi, pour que tu aies au moins l'impression que je m'intéresse à plus que ce que tu fais dans ta vie pro. Et ça nous permet de construire une relation. Bien sûr, respectez le consentement. Si votre collègue ne veut pas vous parler de ses gosses, il n'est pas obligé de le faire. Et on demande toujours le consentement avant. Challenge directly, c'est est-ce qu'on vous fait du feedback directement ? Ne pas faire du feedback, ne pas dire à votre collègue quand son travail est mauvais, c'est l'enfer, d'accord ? Le pire des trucs, c'est quand... par exemple, si je veux vraiment blesser un de mes collègues, il n'arrive pas à faire un truc et je le refais à sa place. Vous voyez ça ? Il déteste ça. Vous aimez bien ou pas ? Ouais. Ça, c'est le faites pas. Et alors, le pire des trucs, c'est le ne rien dire, mais à des fins méchantes. C'est-à-dire genre, il s'est planté. Et vous avez vu, il s'est planté. Et vous le dites pas devant lui, quoi. Ça, c'est en bas à gauche. Vous faites pas de feedback direct. Et en plus, vous en foutez complètement de la personne, quoi. Le bouquin, Radical Candor, vous pouvez l'acheter, il est cool. Vraiment, il est chouette à lire, c'est très romancé et elle parle de ses expériences perso et de ce qu'elle a vécu, etc. Donc ça se lit facilement. Et si vous voulez pas lire le livre, vous pouvez commencer par faire des choses. Vous m'avez dit que les 10 personnes avec lesquelles vous bossez tous les jours sont incroyables. Prenez 45 minutes, prenez un café, en vrai. Dans la semaine, prendre 45 minutes avec ce collègue-là qui est incroyable pour prendre le temps de créer du lien. Si vraiment vous avez envie de bosser 10 ans avec cette personne, peut-être que même en plus, peut-être que demain vous allez changer de boîte et comme vous avez bien aimé travailler ensemble, cette personne elle va vous suivre. On ne s'est pas perdu, on n'a pas un écosystème qui est si grand que ça, il y a que 500 000 développeurs en France. Si vous créez du lien avec un développeur par semaine, ça vous prendra 100 000 ans, mais c'est pas grave. Faire du feedback plus souvent et plus régulièrement. Améliorer la qualité de votre feedback, c'est construire des relations avec les autres. Et plus je fais de feedback, plus je crée de rapports avec les autres. Donc n'ayez plus peur de faire du feedback. Demandez le consentement, d'accord ? Peut-être que c'était pas le bon moment pour faire du feedback. Drivez le feedback, dites là maintenant je veux du feedback à chaud. Brûlez-moi, brûlez mon travail. Et apprendre à parler de soi au-delà du pro. On n'est pas tous à l'aise avec ça parce qu'on peut être timide ou réservé. Ça s'entraîne, on peut préparer des phrases à l'avance. Oui, le petit va bien. Oui, il fait ses nuits. Quand on est jeune parent, tout le monde te demande si tes gamins font des nuits. C'est débile comme question, on sait pas. Mais oui, il fait ses nuits. Il va bientôt à la crèche. Alors, comment vont les enfants ? Question que vous pourrez poser à votre collègue qui va avoir des gosses. Tu veux passer boire l'apéro mercredi ? Question que vous pouvez poser à n'importe quel collègue. Finalement, tout le monde aime bien les apéros. Est-ce que c'est cool ? Parlons thunes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur le sondage, le salaire médian, le salaire brut annuel moyen est à 50K. Les gens qui répondent au sondage gagnent beaucoup trop de thunes. Ce n'est pas représentatif du marché. Mais il y a une réalité, c'est que comme on pose des questions sur ce qui vous rend heureux dans votre job, les jeunes diplômés, ils ne répondent pas à cette enquête. D'accord ? Quand on demande aux développeurs qui s'inscrivent sur We Love Dev pour trouver du travail, et ils ont été 20 000 l'an dernier, ce qui les rend heureux, là par contre le salaire médian, et pas mais moyen, il est à 38K. Et le salaire médian et moyen sont assez proches, parce que vous voyez, il y a une bonne grosse patate au début, c'est une belle gaussienne. Ça c'est plus représentatif du marché. Et gardez encore à l'esprit que la moitié des développeurs en France, ils font de la TMA et ils gagnent pas on ne gagne pas 80K en faisant de la TMA. Est-ce que c'est cool ? On est peut-être un peu privilégié de temps en temps. Si vous voulez gagner plus d'argent ou si vous voulez mieux comprendre votre salaire ou mieux vivre votre salaire, partez du principe que ce n'est pas votre valeur perso, vous n'avez pas une valeur marchande sur le marché. Ce qui justifie votre salaire, ce n'est pas ce que vous valez. Ce qui justifie votre salaire, c'est la valeur que vous créez. Alors quand tu es en ESN et que tu es facturé un TGM de 500 €, c'est sûr qu'on ne va pas te payer plus de 40K. Ta valeur créée marchande pour la société, elle est hyper directe et hyper claire. Quand tu travailles dans un éditeur de logiciel, le logiciel sur lequel tu travailles, tu l'améliores, il va y avoir un impact sur le chiffre d'affaires, ça devient un poil plus mesurable. Et quand tu es dans un grand compte ou dans un client final, il n'y a pas l'informatique. Depuis qu'on existe, on n'a pas de business direct qui est créé en dehors des sociétés de services ou du numérique.
D'accord. Et donc en fait, ce qui est important, c'est la valeur perçue des projets informatiques, donc la considération des devs et de l'informatique dans la boîte. Et ce qui est important du coup, c'est de comprendre comment les gens qui sont autour de vous, ils voient votre contribution au projet. Est-ce que c'est cool ? Et aussi, du coup, de faire des choix de carrière. C'est-à-dire que si je vais aller dans l'équipe de droite, parce qu'ils ont plus de moyens et clairement, ils ont cramé du budget depuis 10 ans et on ne les remet pas en question, ben, là, dans cette boîte-là, dans cette équipe-là, je vais pouvoir avoir des augmentations de salaire. Alors que dans l'autre équipe qui n'a pas de budget et qui doit faire ses preuves, j'en aurai pas. Si on veut gagner de l'argent, des fois, il faut faire des choix un peu plus faciles, quoi. Est-ce que c'est cool ? C'était clair pour tout le monde, cette partie-là ? Du coup, apprenez la gestion financière. C'est pas drôle la gestion financière, je sais, vous n'avez pas envie, etc. Moi, j'ai pas pris le cours à l'école de gestion financière et j'ai regretté, j'ai dû l'apprendre après. Et je vous propose ce bouquin, Financial Intelligence for IT Professionals, What You Really Need to Know About the Numbers. Oh, wow, speak English here. Le bouquin, en vrai, est assez accessible, écrit comme un guide, etc. Tous les exemples sont tirés de l'IT. On vous parle de stratégie de make or buy, etc. Et bon, le bouquin, en vrai, est un peu hard quand même, mais en général, c'est toujours hard de rentrer dans la gestion FI si vous n'en avez jamais fait avant. Posez des questions pour commencer, demandez votre TJM. Il y a plein de devs avec qui je parle qui me disent « Ouais, je veux changer de SN, etc. Et je voudrais négocier un meilleur salaire. » Si vous ne connaissez pas votre TJM, vous ne pouvez pas négocier votre salaire. Et c'est pour ça qu'il y a plein de SN qui veulent que vous ne connaissiez pas votre TJM. C'est pas plus compliqué que ça. S'intéresser à la business value. Si vous êtes dans un projet, dans un centre de service, sur un éditeur logiciel, posez la question directement, genre qu'est-ce que ça va apporter aux utilisateurs ? Est-ce qu'on va faire plus de chiffre d'affaires si je code cette user story ? Plus vous posez cette question-là, plus vous apprenez de choses sur la valeur créée par votre projet. Est-ce que c'est cool ? Et enfin, comprendre les hiérarchies de moyens et de budget, particulièrement si vous êtes dans un grand compte. Est-ce que c'est les managers qui ont des projets ? Est-ce que c'est des budgets ? Est-ce que c'est les applications qui ont des budgets ? Est-ce que c'est les équipes qui ont des budgets ? Ça, en fait, il faut comprendre un petit peu pour pouvoir prendre des décisions et c'est un petit peu plus difficile. Mais la gestion FI, ça vous aidera à comprendre ça. Ah, je sens que vous n'étiez pas passionné par cette partie. Hein. Je ne vous ai pas convaincu. La gouvernance IT. La gouvernance IT, c'est quelque chose que vous l'avez fait remonter. Moi, je ne l'avais pas vu, mais vous l'avez fait pas mal remonter dans les sujets. Notamment, par exemple, là, un témoignage qui dit « Pour l'instant, on est stratégique dans la boîte, les développeurs, mais on externalise de plus en plus, les devs partent ailleurs, et comme il n'y a pas de remplaçant, c'est une boîte de prestat qui remplace. » Donc la boîte ne s'est pas forcément recrutée, et donc on met des prestats à la place. Il y a 3 ans, nouveau DSI, donc celui-là, il est heureux. Hein. On était plutôt sur la dévalorisation des devs, mais avec l'arrivée d'un nouveau DSI, on a revu notre stratégie de make or buy, et donc le développement est mieux valorisé. Qu'est-ce que c'est le make or buy ? Tout le monde est à l'aise avec dessus ou pas ? Make or buy, est-ce qu'on achète ce logiciel ou est-ce qu'on le développe nous-mêmes ? On est remplaçable, on cherche à nous faire partir pour nous remplacer par la sous-traitance. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que si votre entreprise vous expliquait clairement on va externaliser ce projet-là parce qu'on trouve qu'il ne crée pas assez de valeur et on veut que vous travaillez sur des projets créateurs de valeur dans l'entreprise, et celui-là, on va le mettre dans une ESN, en centre de service, vous seriez moins triste quand on vous prend le projet. Mais on ne nous l'explique pas clairement. Et on ne nous explique pas clairement, par exemple, il y a des entreprises où c'est clair, c'est un tiers du logiciel, on va l'acheter, un tiers du logiciel, on va le dev en interne, et un tiers du logiciel, on va l'externaliser. D'accord ? Et en interne, on garde vraiment les gens qui ont besoin de connaître le métier. Et ces stratégies-là, elles sont rarement claires dans les entreprises, parfois parce que la DSI, c'est plusieurs shareholders, sponsors, enfin, c'est plusieurs décideurs qui se partagent la décision et qui ne sont pas forcément d'accord. Mais en fait, prendre du temps pour comprendre tout ça, ça nous aide à être plus heureux dans notre taf. Est-ce que c'est cool ? Ou du moins à prendre des décisions de carrière où on gagnera plus d'argent. Les mots à comprendre, make or buy, ratio interne versus externe, en ESN, donc savoir, là, je suis dans une DSI, il y a 80% de prestat. On a des clients qui nous disent, nous on est à 80% de prestat, on veut passer à 20% de prestat, parce qu'on veut internaliser les compétences. Ça c'est une DSI où j'ai envie d'être interne. S'ils sont en train de faire l'inverse, parce que, voilà, eh ben j'ai pas envie d'être interne dans cette boîte-là. Est-ce que c'est cool ? En éditeur logiciel, en start-up. Les start-up, c'est encore plus complexe parce que les start-up, il y en a qui gagnent de l'argent, d'autres qui en perdent. En fonction des moments de la vie de la boîte, ils ont plus de thunes ou pas. Et donc là, il y a un petit peu plus de subtilité. Vous avez des questions ? On continue. Du coup, pour vous améliorer sur la gouvernance IT, je vous propose d'apprendre la gouvernance IT. Et il y a un bouquin qui est bien pour ça, ça s'appelle The Adventures of an IT Leader. C'est écrit pour les exécutifs plutôt, et c'est romancé. Hein. Le mec est vraiment dans un schéma narratif, ça pourrait être un novella,
un roman de nouvelles, bon, c'est pas grave, un roman illustré, où en gros c'est quelqu'un qui a été CEO avant, et là il devient CIO, et il fait que se casser les dents. Notamment il y a un épisode où genre, putain, il y a tous les managers IT qui lui parlent de TCP, etc., il comprend rien. Du coup il descend à la bibliothèque en bas, il achète plein de livres, il demande à des porteurs de les ramener chez lui parce qu'il est new-yorkais et qu'il a de l'argent. Il essaie de lire tous les livres et en fait il se rend compte qu'il ne pourra jamais comprendre nos jobs. Et du coup il va devoir apprendre à construire, à responsabiliser l'IT et faire en sorte qu'il y ait des managers avec qui ils s'entendent bien et qui soient des techs cool. Il y a plein d'idées comme ça, notamment comment on négocie avec des vendeurs, etc. Et il a été mis à jour récemment d'ailleurs, parce qu'avant, quand ils l'ont écrit, il y avait pas, tout le monde n'avait pas du public cloud. Donc les stratégies hybride cloud, public cloud, private cloud, elles sont intégrées dedans. Qu'est-ce que j'ai écrit? Qui a décidé d'outsourcer le projet Cabriole? Ouais, demandez aux gens pourquoi on outsource un projet, posez la question. Posez la question de pourquoi on a pris telle décision. Ça permettra de comprendre qui décide, qui tient des lignes rouges. Des fois, il y a des lignes rouges, elles sont plus tenues, mais il y a des gens qui la tiennent encore, mais on ne sait plus pourquoi. On peut faire bouger les choses. Donc demandez gentiment pourquoi. Des fois, juste en posant la question pourquoi, vous vous rendrez compte que personne ne sait pourquoi, et en fait, on pouvait faire autrement. C'est cool? Les moyens de faire de la qualité. Ça, c'est un sujet, par contre, je pense que ça va vous parler un petit peu mieux. C'est un dicton anglais qui marche vraiment bien. You are only as good as your last job. Vous êtes aussi bon que votre dernier travail. La version chez les coiffeurs, vous êtes aussi bon que votre dernière coiffure. Moi, je ne suis pas allé chez le coiffeur depuis le confinement. Donc, je ne suis pas très bon. Les moyens, ça commence par le matériel. Est-ce que vous avez des machines? Est-ce que vous êtes obligé de voler du matos pour faire une CI dans le bureau? Qui a déjà fait ça? Ok, je savais bien que c'était pas une histoire. Est-ce qui a déjà acheté la licence IntelliJ avec ses propres sous parce que la boîte veut pas la payer? Ah ouais, quand même, je pensais que c'était moins courant. Est-ce qu'on a accès à des formations? Est-ce que la boîte fournit des formations? Mais est-ce que si je vais à un meet-up, je me fais jeter une pierre dessus parce que je suis parti à 17h30? C'est dans les deux sens. Temps et estimation. Alors les boîtes où on vous ricraque les estimations, etc., moi ça m'est arrivé que le chef de projet négocie tous les lundis, toutes les US à un quart d'heure près. Et on se retrouve chargé avec des US pour 40 heures par tête, puis après on est en retard et c'est de notre faute. Bah ouais, mais on s'était pas engagé en fait. Nous on avait tout de suite dit que ça marcherait pas. Et du coup, au bout d'un moment, il y a quelqu'un un décideur qui arrive, il fait ouais, pourquoi vous avez dépensé trop d'argent? Et je dis bah demande au chef de projet là. Mais arrêtez de faire des estimations, on fait des estimations où on a du temps. Les outils de CI/CD, la modernité d'un SI, on peut l'observer à la qualité des déploiements, quoi. C'est vraiment, si vous arrivez dans une boîte, ok, comment est-ce que vous déployez dans cette boîte-là aujourd'hui? On a un outil automatisé, machin chouette, ça c'est cool. Il faut parler à Michel l'intégrateur. Intégrateur, c'est pas un mec qui fait du CSS. Moi j'étais sûr. L'intégrateur, c'est quelqu'un qui prend tous les bouts de logiciels, les met ensemble et fait une prod avec. J'avais jamais vu ce métier avant de les rencontrer en vrai, et il s'appelait vraiment Michel, je suis désolé. Le TDD, la qualité, en vrai, moi j'ai jamais testé mon code. Soyons très très honnêtes, j'ai toujours livré du code pas testé. J'ai même livré du code qui était en Swift bêta, mais le client, il savait pas. Et dans les témoignages, c'est évident que les gens qui font du TDD sont plus heureux que nous, quoi. Enfin, que moi en tout cas. Je sais pas vous. Qui fait du TDD dans la salle du coup? Qui en fait sur du perso et voudrait en faire, et au bureau on lui dit t'as pas le temps de tester, on n'a pas les moyens pour tester. Toi, ok. En vrai, apprenez le TDD, apprenez à faire des tests. Au pire, ça vous sert pas dans votre job. Par contre, le job d'après que vous voudrez, il faudra savoir tester. Parce que c'est sûr à 90% que si vous avez le choix entre une boîte où là-bas les gens ils ont le temps de tester et tout est testé avant d'aller en prod, et une boîte où on fait ric-rac les estimes à chaque fois, vous préférez aller dans la boîte où il faut savoir tester. Donc apprenez à tester maintenant, ça peut que vous apporter un meilleur futur. Est-ce que c'est cool? Et la sécurité aussi, hein. C'est con, mais quand on ric-rac la qualité du logiciel, le premier truc qui s'ouvre c'est la sécurité des applications. Expliquez-le aux gens, hein. Leur dire bah non, là on a ric-rac les estimations, c'est sûr on va mettre des failles de sécurité en prod. Alors ce bouquin a été très très fortement recommandé sur Twitter. Il y a aussi la chaîne de Artisan Développeurs sur YouTube qui a été recommandée. Moi je ne l'ai pas lu, hein, vous en doutez, mais apparemment il est bien. Et apprenez à dire non. Genre, franchement, moi j'ai mis trop longtemps à apprendre à dire non, mais tu peux faire ça? Non. Genre, je te connais pas, j'ai déjà une prod de planifier, c'est juste un bouton. Cancer, c'est juste un bouton. C'est juste une. C'est juste. Voilà. Fréquenter les meet-up pour sortir rencontrer les gens et travailler soit sur la CI, soit sur les tests. Si vous travaillez sur la CI, vous risquez de devenir DevOps, faites des tests, c'est mieux. Est-ce que c'est cool? Le télétravail, mais pas que. Alors c'est trop marrant parce qu'il y a 4 ans ou 5 ans, on était encore en train de parler genre ouais les open space c'est chiant, peut-être que si on avait du flex office plutôt, machin chouette. Là aujourd'hui le télétravail, alors dans les répondants, c'est genre 50 nuances de télétravail quoi. Genre il n'y a pas...
Genre, tu télétravailles comment? Genre, bon, des fois 2 jours par semaine. Et on a demandé à nos clients est-ce qu'ils avaient l'intention de revenir au bureau. Et clairement, alors si on demande aux recruteurs et aux dirigeants, c'est gros pic sur 2 jours par semaine au bureau et 3 jours par semaine en télétravail. Voilà, là, ici. Donc, clairement, le télétravail à temps partiel, c'est devenu la norme dans l'IT. Et vraiment, ça, c'est cool. Est-ce qu'on est content? On est content. Le full remote, ça reste quand même quelque chose de différent. Les témoignages ici, il n'y a pas de consensus. Il y a des vélotaffeurs, mais alors je pense que c'est parce que j'ai beaucoup influencé les résultats. Il y a des nomades digitaux qui ont répondu, ils sont méga heureux d'être nomades digitaux. Il y a des vélotaffeurs nomades digitaux, il est où celui-là à une distance raisonnable de mon domicile pour pouvoir y aller facilement quand j'ai envie et télétravailler quand je souhaite. Moi, il y a 3 ans, je voulais qu'on fasse full remote et qu'on n'ait pas de bureau chez We Love Devs. Et mon associé voulait des bureaux et que tous les gens ils soient alignés pour qu'on puisse bien les voir. Aujourd'hui, mon associé il est à La Réunion et moi je vais au bureau et il n'y a plus personne. Je suis tout seul. Mais en même temps, je peux aller au bureau en 10 minutes et puis il n'y a pas. Enfin, chez moi, c'est tout petit. Et surtout le télétravail. Moi, à la base, quand j'en faisais, il n'y avait pas ma femme qui télétravaille en même temps dans la même pièce. On est d'accord, hein. J'aime ma femme, hein, c'est pas le sujet. Mais à la base, on avait décidé qu'on ne travaillait pas dans la même boîte. C'est pas un sketch, on s'arrête là. De toute façon, ma femme, c'est une fan de footballeur et elle regarde pas les matchs. Donc elle regardera pas la conférence. Je suis. Bref, le télétravail n'était pas la réponse absolue à tous nos maux. Par contre, maintenant, sur We Love Devs, on a dû rajouter la catégorie télétravail, on ne l'avait pas avant. Et on a 31 annonces en télétravail sur 164 en ce moment. Ça veut dire que ça marche bien. Et alors, les clients qui mettent des annonces en télétravail, ils ont tout de suite des candidatures de ouf. En fait, ce qui se passe, c'est que concrètement, pour les gens expérimentés, donc c'est qui ont une première expérience significative, sans télétravail, il y a 10 annonces pour un candidat. Avec le télétravail, il y a 10 candidats pour une annonce. Bon, c'est un peu ça à considérer si vous voulez passer en full remote, c'est quand même que le marché il est complètement à l'envers d'un coup. Avant, on vous courtisait, là, vous voulez passer en full remote, c'est vous allez devoir chasser les boîtes et les trouver bien et faire vos preuves, etc. Donc avant de choisir le full remote, pensez-y un petit peu. Peut-être que plus tard, c'est mieux. Je sais pas. En tout cas, c'est un autre style de vie à aborder. Est-ce que c'est cool? Le télétravail, en vrai, on en voulait parce qu'on a l'impression qu'on ne nous faisait pas confiance. Et alors, j'ai un secret, il n'y a pas de décideurs dans la salle, je peux vous dire. Si les décideurs ou vos patrons, vos managers, etc., ils ont l'impression que vous ne prenez rien quand vous êtes en télétravail, c'est parce que eux, c'est le cas. Mais alors, c'est pas méchant, mais c'est parce qu'en fait, nous, on travaille avec des listes de tâches qui sont établies. Eux, ils ont l'habitude d'être interrompus. Ils ne se font pas une to-do list et ils sont interrompus toute la journée dans leur bureau. Et quand ils sont en télétravail, personne ne les interrompt. Du coup, en fait, ils foutent rien. Mais c'est parce qu'ils ne savent pas bosser de manière ordonnée. Hein. D'accord ? On est juste pas sur les mêmes planètes et du coup on n'arrive pas à communiquer, mais ça va finir. Peut-être qu'on devrait aller télétravailler chez nos patrons. N'est pas un avantage ou un acquis social. Je fais pas mes collègues. N'est pas un avantage ou un acquis social. On l'a trop présenté comme un avantage. Votre patron, il vous le négocie peut-être comme un avantage. Yes, bon, ok, je vais payer moins cher, mais le télétravail en plus. Non, c'est pas un avantage. Le télétravail, il faut que vous soyez indemnisé pour ça. D'accord ? Il y a des indemnisations qui sont défiscalisées auprès de l'URSSAF, ça se fait et tout. Vous pouvez avoir des enveloppes de 800 à 1000 euros par an et il faut les utiliser, il faut le faire. C'était cool le télétravail? Agile versus Craft, c'est pas un bon nom, hein, mais est-ce que les gens qui sont arrivés dans l'IT en même temps que moi, ou il y a 10 ans, on vous a pas dit que l'agile, ça devait nous rendre heureux? Et à la place, on s'est retrouvé dans une énorme machine à laver où le lundi on s'engage, le vendredi on est en retard. Et on fait des heures sup, on n'est pas payé, mais c'est de notre faute, on s'était engagé, quoi. Alors, l'agilité, ça devait nous rendre heureux, ça s'est pas bien passé. Le manifeste agile dit les individus, les interactions, plutôt que les process et les outils. Pourquoi on a fait safe? Sans déconner, ce diagramme ne sert qu'à aller voir le directeur d'une entreprise qui ne comprend rien à l'IT et lui dire « Hey, t'as pas tout ça, toi. Viens, je vais te mettre tout ça en conseil. » C'est un budget peut-être 200 000 euros, 500 000 euros, enfin ça dépend du prix des consultants et de la taille de la boîte, mais ça sert que à vendre du conseil. Hein. C'est pas ce que vous voulez dans vos boîtes, en fait. Est-ce que c'est cool? Le manifeste Craft était censé, est là pour patcher le manifeste agile, d'accord? Avoir du logiciel qui marche et travailler avec du logiciel qui marche, c'est cool, mais avoir du logiciel bien fait, on est plus heureux aussi. Tout le monde est triste quand il faut retourner sur un logiciel qui marche, mais qu'il faut fixer un truc et qu'on comprend plus rien à comment ça a été fait. Est-ce que c'est cool? Et le dernier truc, là en bas, là, on est une communauté de professionnels. À quel moment on est une communauté de professionnels et on joue à mettre des gens sur des piédestals et à en lancer d'autres? On s'aime tous les uns les autres, ok? Et tous les développeurs sont des bons développeurs. Il n'y a pas de bons ou de mauvais développeurs. Ouah, je sens qu'on n'est pas sûr, là.
Gardez-le à l'esprit quand même, genre à la base on est une communauté de professionnels et s'il y a quelqu'un qui est moins bon que vous, faut l'aider, pas dire attends ça c'était un mauvais dev, je veux pas le recruter. Ok, cool. Ce que vous avez dit sur le sujet, c'est ça, on est en fin de chaîne. Je suis moins bien considéré qu'un chef de projet. Je suis le dernier maillon de la chaîne. On est des artisans. On n'est pas censé. À quel moment on trouve ça normal de mettre du taylorisme dans la production logicielle? Nous, on est là pour parler des utilisateurs, créer de la valeur, qu'on comprend le métier. C'est pour ça que les US sont mieux et pour ça qu'on implémente plus vite et qu'on comprend mieux ce qui se passe. Valorisez ça vous-même et faites en sorte que les gens autour de vous ils le valorisent. Est-ce que c'est cool? Voilà, donc les communautés de pratique, en 2017, tout le monde dit « Ah, ce serait bien qu'on ait des communautés de pratique ». Maintenant, on en a, c'est cool, mais gars, faites-y attention et participez-y. Si votre boîte elle a des communautés de pratique, n'y allez pas en traînant des pieds. Le mentoring entre pairs dans la boîte, c'est chouette. Donnez-y du temps. Proposez-vous en tant que mentor. Pas besoin d'être un expert pour être mentor. Les OKR, moi, je trouve que c'est un bon moyen de rattacher ce qu'on code à l'impact business. C'est trop facile de dire « Ah, moi, j'ai une API, les gens qui la consomment, ils font n'importe quoi, mais mes temps de réponse, ils sont bons, je veux rien savoir ». Les OKR, c'est dire, bon, ok, mon API, il y a des gens derrière, ils ont besoin de ça, il faut que je les aide. Peut-être qu'on va les comprendre pourquoi ils n'ont pas les résultats business attendus de mon API, etc. Est-ce que c'est cool? Essayez. En vrai, la première fois que vous allez mettre des OKR, vous allez les rater. C'est le projet. Le but des OKR, c'est que vous les ratiez. Si vous avez mis des OKR, vous les avez tous atteints, c'est qu'ils n'étaient pas assez ambitieux. Et ça, on l'oublie tout le temps quand on fait les OKR. L'inner source, moi j'ai mis trop longtemps à comprendre ce que ça voulait dire. L'inner source, à la base, je me disais, attends, ça c'est les gens, ils sont dans les boîtes, ils voient l'open source, ils veulent le truc en privé chez eux. En fait, dans les grosses boîtes, c'est plus facile d'open sourcer un projet que de faire de vrai inner source. Parce qu'en fait, faire de l'inner source, ça veut dire que, je vous parlais des budgets tout à l'heure, mais ça veut dire qu'il y a du logiciel, il va être partagé sur plusieurs projets, sur plusieurs budgets. C'est-à-dire que toi, tu vas développer une appli, et puis tu vas mettre une dépense en inner source vers un autre projet qui est maintenu par quelqu'un d'autre dans la boîte. Peut-être qu'il va falloir tu vas faire une pull request dessus, mais c'était peut-être à eux de la faire, etc. Donc c'est un vrai sujet de savoir qui paye pour l'inner source dans la boîte. Et quand vous l'avez, du coup, c'est très dur de le mettre en place, de mettre une culture de pratique autour de ça. Qui a l'inner source dans sa boîte aujourd'hui et trouve que c'est bien fait? 3 mains qui sont levées et 2 qui sont baissées. Ouais. Ok, en vrai, essayez d'en parler autour de vous et de comprendre pourquoi ça se fait pas. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. Et sinon, et vous, ça va? Vous êtes fatigué? Ok. Ouais, il fait chaud. Hein. Ah, c'était moi, parce que je pensais que j'étais chaud, moi. Tout ce qu'on va apprendre, tout ça, je vous ai mis 6 points. Il y a les 5 bouquins dont TDD, et le 6e, c'est pas safe. Apprenez pas safe. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Ah, je vous sens lessivé. Hein. Ouais. Objective and Key Result, c'est une méthode. En gros, admettons pour ton équipe, par exemple, tu vas retravailler sur le site marketing de la boîte. L'objectif, c'est le site marketing, il ramène plus de leads, ou voilà, il est plus attractif pour les clients. Un key result, ça va être, on veut avoir plus de leads, donc on veut passer de 50 à 100 leads par mois. Un key result, ça veut dire on va améliorer le SEO score, donc le score Lighthouse. Un key result, ça va être, on veut avoir 3 pages rankées numéro 1 sur Google sur des requêtes définies par l'équipe marketing qui sont 1, 1, 1. L'objectif, du coup, il n'est pas quantifiable, mais les key results le sont. Et quand on atteint 70% des key results, on dit qu'on a atteint l'objectif. J'ai bien expliqué? Franchement, c'est ouf. Hein. Parce qu'il y a des gens, ils ont écrit des bouquins sur le truc. Hein. Est-ce que vous voulez qu'on prenne de l'air frais? Super, ben merci beaucoup.